À part la nouvelle, ce genre, caractérisé par sa brièveté, il va sans dire que les auteurs ivoiriens adorent la poésie. De plus en plus de jeunes Ivoiriens, lorsqu'ils veulent rentrer dans le monde de la littérature, se mettent à écrire un poème, commencent par un recueil de poèmes. C'est d'ailleurs le cas de Kal Albaraka, qui publie Sensible. C'est l'auteur avec qui nous parlerons aujourd'hui de littérature. Pour en savoir plus, restez avec nous pour le décryptage. Bonjour Kal Albaraka. Bonjour très cher. C'est un plaisir de vous recevoir. Bienvenue sur le plateau d'Entre les lignes. Merci. Vous publiez Sensible, Effectivement. un recueil de plusieurs poèmes aux éditions Plume Habile. Mais avant déjà de parler du livre, de son titre qui est intriguant, il y a également le nom qui est assez surprenant. On imagine que ce n'est pas votre nom à l'état civil. Effectivement, Kal Albaraka n'est pas mon nom à l'état civil. À l'état civil, c'est Kone Adama Largatou. Kone Adama Largatou. Et comment on passe de Kone Adama Largatou à Kal Albaraka? C'est juste que j'ai utilisé mes initiales. K pour Kone, A pour Adama, L pour Largatou. Et Albaraka, c'est juste la baraka. J'ai joué avec le déterminant. Vous n'êtes pas seul, je pense à Sami Tchak, à Goz, à Tierno Monenemo, de grands écrivains africains qui également écrivent sous pseudonyme. Est-ce qu'il est impossible pour un écrivain d'écrire à l'état civil? Je veux dire, y a-t-il une possibilité ou une impossibilité qu'on porte son nom et qu'on le mette sur un livre? C'est possible. Je vais aller très court. À l'époque, quand j'écrivais, quand j'avais commencé dans certaines maisons, telles que le club journal de mon établissement, j'aimais signer Kal. Parce que écrire mon nom, Kone Adama Largatou, je trouvais ça assez long. Les idées viennent pour moi, c'est le plus important. Et le nom, je la page rapidement et puis j'avance. Et après, je me suis dit, Kal, c'est plat. Il faut donner quelque chose. Il faut d'abord susciter l'intérêt pour le lecteur de se poser la question, qui est l'auteur en fait? Parce que c'est vrai, lire c'est important, mais connaître aussi l'auteur, moi j'apprécie. On était sur les bancs, on nous enseignait les œuvres, mais on a aussi connu les auteurs. Et pour moi, ça donne quelque chose à l'œuvre, au fait. Donc on va dire la personnalité. Au final, soyons sérieux, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de dédoublement de personnalité chez les écrivains? Est-ce que les écrivains ont un problème d'identité au point de rejeter le nom que leurs parents leur ont donné pour prendre un autre nom? Non, le rejet, c'est un peu trop fort. Je dirais plutôt, il y a Kal Albaraka et il y a l'autre. Donc il y a deux personnes. Il y a deux personnes. Donc l'écrivain, ce n'est pas la personne publique. Pas du tout. Je pense que c'est deux personnes carrément opposées. Deux personnes carrément opposées. On en reparlera un peu plus tard. Donc vous publiez Sensible, je le rappelle, aux éditions Plume Habile. C'est un jeu de mots sensible. Jeu de mots un peu déroutant. Pourquoi sensible? Sensible parce qu'à la base, j'aime jouer avec les mots, comme je vous l'ai dit. Et c'est de l'art, au fait. Pour moi, sensible aussi, c'est un code. Et sensible parce que je me suis inspiré de mon environnement immédiat. Donc, du coup, ça a donné sensible. C'est un code que vous seul pouvez décoder? Le lecteur peut le décoder. À partir de quelle clé? Pour le lecteur, il s'agit de lire carrément l'œuvre du début jusqu'à la fin, mais surtout de le méditer. Parce que la particularité de mon œuvre, les mots sont simples. Les mots sont simples, vous l'avez dit. On parlera de cette simplicité-là qui peut parfois devenir un peu trop mièvre. On pourra en reparler, hein. Oui. C'est l'avis d'un lecteur. Donc, comment s'est effectuée la genèse de l'écriture? D'où vient l'idée d'abord de ce recueil? Et comment s'est fait le recueillement de tous ces textes en un seul? Sensible, c'est d'abord, il y a de cela 12 ans. Sensible a été écrit dans un gros calepin, comme je peux le dire. Et Sensible fait partie d'un ensemble de manuscrits rangés dans les tiroirs. Et pour moi, je devais écrire quelque chose d'assez différent. Parce que les premiers manuscrits, je les trouvais assez corsés. Et je me suis dit, on a besoin de permettre au lecteur de rentrer dans la... Vous ne croyez pas à la poésie hermétique? Si. Ben, aujourd'hui, je regarde un peu plus ou moins notre jeunesse et puis je regarde un peu l'environnement. Moi, je préfère écrire avec des mots simples et qui pèsent lourd, en fait, en sens. Je fais plutôt le contraire, pas de mots hermétiques pour peut-être une petite signification, non, des mots simples. Ah, donc vous dites qu'il y a de la poésie hermétique qui a des petites significations? Oui, ça peut être des mots... Vous avez un exemple de poète hermétique? Franchement, je n'ai pas de référence en ce moment dans la tête parce que
il y a longtemps quand même. Hein. Voilà, peut-être que vous avez peur de dire un nom que vous avez lu, on ne sait jamais, mais on ne va pas vous chercher de noises. Donc, ce recueil est composé de 2 parties. Effectivement. Première partie s'appelle partie d'âme. Deuxième partie, malaise sonotropique. Donc, on a 2 parties. Une partie qui est plus intime. Et puis, l'autre partie qui va être beaucoup plus tournée vers le regard sur la société, la politique et tout. Oui. La question qu'on pourrait se poser lorsqu'on lit votre poésie, en tout cas dans la première partie, on se demande, est-ce de la poésie ou du développement personnel? Je lis un extrait, celui de la page 13. Merci. Vous dites, avec la foi, donc c'est le poème à ce qu'il paraît, avec la foi, tu réussiras. En gardant espoir, tu seras un jour au sommet de la montagne. Je prends le poème d'après. Affronter la vie, c'est s'affronter soi-même. Alors, poésie ou développement personnel? Comment j'écris? J'écris tout le temps des visions. En réalité, vous voyez, cet ouvrage, ça a été écrit il y a de cela 12 ans. Et quand je dis 12 ans, c'est avec la volonté de donner une période déterminée, mais c'est bien avant. Et j'écris comme si j'écrivais des visions. Je n'écris pas à l'instant pour l'instant T. Un poète prophétique, en plus d'être un coach en développement personnel. Oui, j'en ris parce que bien souvent, on pense que je suis dans le domaine, mais c'est un don. Comme je l'ai dit, chacun a son petit truc à lui, au fait. Et moi, je me sens très bien dans mon domaine, au fait. Et sensible, je pense qu'il faut laisser le lecteur découvrir. Il y a beaucoup de choses. Al-Baraka l'a dit, on va laisser les lecteurs et les lectrices dans les lignes découvrir. Il faudrait se diriger vers la librairie la plus proche afin de lire Sensible d'Al-Baraka. Poème, un autre poème, toujours de la première partie, Être une femme. Je pense que là, ça va faire jaser plus d'un ou plus d'une. Je lis, être une femme, c'est compter le temps et ne pas échouer les expériments. Comme un compte à rebours. Ça va devenir très intéressant maintenant. Se trouver un amour, fonder un foyer, avoir des enfants. Telle est la réussite d'une féline. Pour vous, la réussite d'une femme se résume à fonder un foyer, trouver un amour, avoir des enfants? Oui. Oui? Donc une femme qui n'a pas ça n'a pas réussi? Non. C'est ce que le lecteur ou la lectrice surtout pourrait comprendre. Je viens sur ces vers-là parce que c'est très intéressant. Pour moi, aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on se voile un peu la face. Parce que nous sommes dans des sociétés assez modernes, en griffe, et on nous enseigne des codes de réussite. Alors, je me permets, moi, de donner mon code de réussite d'une femme. Ne trouvez pas vous que ce code est réducteur? Quand on sait qu'aujourd'hui, être femme, c'est être femme. Tout simplement, je pense à toute cette mouvance féministe qui aspire à la liberté de la femme de choisir son propre destin. Et vous dites, comme il y a un siècle, que être une femme qui réussit, c'est avoir un amour. Donc une femme qui n'a pas d'amour n'a pas réussi. C'est faire des enfants. Donc une femme qui est peut-être stérile n'a pas réussi. C'est un dernier point, fonder un foyer. Une femme célibataire n'a pas réussi. Pour ma part, une femme peut être mariée. Elle peut ne pas avoir des enfants. C'est le souhait que je souhaite. C'est le souhait que je mets pour une femme qui est dans un foyer. Mais moi, aujourd'hui, je le dis clairement pour moi, la réussite de la femme, c'est un peu de tout ça. J'ai l'impression que vous reculez maintenant. Non, je recule, non, je recule pas. Parce que par derrière, je vous le dis honnêtement, je change beaucoup avec des femmes. Je sais ce que j'entends. Je ne crois pas qu'une femme, sincèrement, peut aimer la solitude, au fait. Donc vous parlez pour les femmes. Êtes-vous une femme, Al-Baraka? J'aime les femmes. Êtes-vous une femme? Je ne suis pas une femme. Mais de quel droit vous décidez ce qui est dans le destin de la femme? Je côtoie des femmes. Mais est-ce suffisant pour parler pour les femmes? Les pleurs des femmes chaque fois. Le retour en griffe, je vous dis en même temps que c'est l'un des poèmes beaucoup aimé par les femmes, prisé par les femmes. Vous avez fait un sondage? Oui. Sur 25 millions d'habitants en Côte d'Ivoire? Parce que le retour que j'ai pour toutes les différentes lectrices, c'est ça, c'est ce poème qui touche beaucoup plus. Très bien. Ce sont des femmes qui le disent. Très bien, très bien. Elles rejoignent l'idée. Al-Baraka, je pense que le débat va se poursuivre en dehors de l'émission. On va reprendre avec d'autres interrogations sur certains textes tout à l'heure. Okay. Mais je vais appeler quelqu'un d'autre ici qui a peut-être des questions à vous poser. L'instant lecteur. Sensible de Kal Al-Baraka fait parler les lecteurs et les lectrices. C'est d'ailleurs une lectrice que nous recevons aujourd'hui pour échanger, poser une question à l'auteur et dire ce qu'elle a pensé du livre qu'elle a lu.
Claire Nyando, bonjour. Bonjour, monsieur. J'espère que l'émission vous plaît, vous la suivez Oui, oui. Régulièrement. Régulièrement, oui. Et que vous achetez des livres des auteurs qui passent sur l'émission. Si, si. Vous avez lu le livre de Khalal Baraka? Effectivement. Qu'en avez-vous pensé? Ben, le livre est bien, mais à chaque fois que je tourne les pages, j'ai l'impression que le lecteur, il est un peu déçu. Bon, c'est ce qui me revient à chaque fois. Que l'auteur est un peu déçu, donc on va dire c'est votre question. Oui, oui, qu'il est un peu déçu de la vie. On va voir un peu ça. Khalal Baraka, la question est simple. Êtes-vous un poète déçu? Non. Je dirais plutôt un poète heureux. Le livre parle aussi des déceptions. Et pour moi, quand on vit, il y a un peu de tout. La tristesse fait partie de la vie et la tristesse inspire. Et moi, chaque fois que je suis triste, j'ai beaucoup plus d'inspiration. Mais ça ne veut pas dire que j'appelle la tristesse à ma personne, au fait. Voilà, ça fait partie de la réalité. Et l'écrivain est encore plus inspiré dans ces moments-là. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir reçu aujourd'hui. Merci on bien. espère que vous reviendrez pour parler d'un autre livre, peut-être d'un roman cette fois-ci. Pas de problème, je suis disponible. Très bien. Vous restez avec nous. D'accord. Le temps pour nous de lancer la question selfie. Bonjour Monsieur Koné, je suis Mademoiselle Koné. Après la lecture de votre œuvre sensible, j'ai une question à vous poser. Vous parlez d'un danger qui menace les jeunes. J'aimerais savoir de quel danger parlez-vous? Merci. Merci très cher. Je dirais simplement la facilité. Parce qu'on est dans un monde où tout semble assez facile. La vie a ses réalités. Et pour moi, les épreuves forgent. Et le danger qui menace la jeunesse, pour moi, c'est la facilité. Il faut bosser, dans le bon sens, bien sûr. Et il faut penser à soi. Il faut apprendre à se connaître. Parce que la jeunesse est une entreprise. Et qui dit entreprise, il y a des crises. Et il faut apprendre à gérer. Et quand on réussit cette étape, la suite, pour moi, est favorable, au fait. Donc, pour aller dans le même sens que la question selfie, vous écrivez dans le même poème, Jeunesse en danger, il y a une justice pour les nobles de caractère qui s'évertuent inlassablement à parfaire leur existence par des valeurs humaines. On est encore dans le développement personnel, mais on reviendra plus tard sur la question. C'est quoi cette justice pour les nobles de caractère? Je fais allusion plutôt à un moment donné au lycée. Dans les classes, on constate qu'il y a ceux qu'on appelle les plus cool, et il y a une autre partie, les timorés. Et souvent, la masse a tendance à parler plus des plus cool, mais qui ne sont pas forcément des modèles. Je veux dire, lorsque tu entreprends quelque chose et que tu es dans ta direction, n'aie pas peur. Parce qu'il y a un moment pour tout. Et si tu choisis le bon moment pour te forger, tu vas en jouir avec beaucoup plus de choses au fait de mérite. C'est ce que je veux exprimer. Très bien, donc on va encourager les jeunes, les élèves, les lycéens à lire Sensible. Alors, chers parents, n'oubliez pas pour Noël d'offrir, ou pour un anniversaire également, d'offrir ce livre Sensible d'Al Baraka à vos enfants. Et puis il y a ce poème, Nègre, Noir, Africain. Je vous vois déjà réagir, parce que peut-être que le débat sera tendu, on ne sait pas. Vous écrivez: je suis nègre, je suis noir, je suis africain. Tous les noirs du monde entier, qu'ils le désirent ou pas, sont d'abord des nègres. Quand on sait que le mot nègre, en tout cas depuis la négritude, on est très loin de la négritude, on est plus dans les années 40, 30 et autres, est décrié en France, en Afrique, aux États-Unis, le mot nègre, ou même celui qu'on dit en anglais que je ne prononcerai pas ici, est décrié. Et vous dites, je suis nègre. Oui, effectivement, j'emploie ce terme pour parler d'une évolution. J'écris beaucoup avec les codes, comme je vous l'ai dit. Et quand je dis nègre, noir, africain, il faut dire qu'au fur et à mesure, on a fini par être accepté. Je fais un rapport avec la partie coloniale, où il y avait colonisation, où il y avait pas mal de clichés. Et je montre une évolution des clichés pour dire, au fur et à mesure, tu vois, en tant que noir, tu as compris que tu devais batailler. Et au fil du temps, les thèmes changent, au fait. Voilà. Mais le mot nègre, il est racialement connoté. Par exemple, le racisme, on dit aujourd'hui, la biologie l'a prouvé, les races n'existent pas. Les races n'existent pas. Le mot nègre, il a une histoire, c'est une injure à la base. C'est ça le nègre. Et vous dites, je suis nègre. Oui. Je prends notre extrait. Hein. Ici, vous dites, alors afro-américain que tu sois, tu n'es pas chocolat, tu es noir.
Alors, afro-antillais que tu sois, tu n'es pas bronzé, tu es noir. Oui, il faut s'assumer. On est noir. Mais est-ce que On est noir, on est le sens premier de nègre qui donne une connotation assez raciale de la chose. C'est ce que je dis, je joue avec le code au fait. Dans ce texte, dans ce poème, je parle de l'évolution du noir au fait. Et quand je pars dans la base, on n'était pas bien perçu. Il y avait pas mal de blocages à l'époque, on sait tout ce qu'il y a eu comme ségrégation raciale, tout ça. Mais on évolue. On n'est pas resté. Mais en fait, on pourrait vous retorquer que cette histoire raciale, elle ne date que de quelques siècles. L'histoire africaine, ce sont des millénaires et des millénaires d'histoire. Donc on ne peut pas réduire. Le moment où on traite les Africains de noirs, il y a aussi des Africains blancs, il faut le dire, de noirs, c'est lors de la rencontre avec le blanc. On est noir que devant l'autre. Mais vous, seuls ici, entre vous, de même couleur, vous décidez non, non, on va continuer d'être nègre. Non, on ne continue pas d'être nègre. On reconnaît qu'on est noir. Parce que je vais vous dire quelque chose que j'ai suivi de cela quelques temps. À l'époque, on parlait d'une autre forme de racisme entre noirs en Amérique, en Occident. Comment vous expliquer cela? Donc je rappelle à ceux qui sont de l'autre côté, la racine là-bas c'est ici. Voilà, on est tous pareils au fait. Si aujourd'hui tu nais quelque part d'autre avec une autre nationalité, c'est ta nationalité mais on est pareil au fait. Alors, j'avoue que je ne partage pas votre avis, mais ce n'est pas ça le plus important. On pourra s'en reparler. Bien sûr, bien sûr. Et également permettre aux lecteurs de poursuivre le débat. Je suis nègre. Est-ce qu'il y a des poètes nègres, ou pas du tout, qui vous ont inspiré, vous ont influencé? Je dirais pour moi-même, à la base, la littérature, il n'y a pas de couleur, au fait. Je ne suis pas trop fervent défenseur de littérature africaine. La littérature, c'est la littérature. Grand L. Voilà, grand L. Donc, est-ce qu'il y a des auteurs de littérature avec grand L qui vous ont influencé? Un seul, par exemple? Oui. J'avoue, j'ai vraiment aimé tous les textes d'Amadou Kourouma. Amadou Kourouma, oui. Tous les romans de Kourouma? Oui, j'en ai lu beaucoup. Et à l'époque, on a été marqué par les phrases de Binto, d'Amadou Kouné. Mais j'ai été assez influencé directement dans l'écriture par une signe longue lettre de Mariam Abba. Alors ici, nous rendons hommage à des écrivains qui ont fait les beaux jours de la littérature africaine et même mondiale. Aujourd'hui, les grandes lignes. Tikaya ou Tamsi, né à Mpili, Congo-Brazzaville, le 25 août 1931, décédé à Banzakour le 22 avril 1988, est un écrivain congolais, République du Congo. Il est le fils de Jean-Félix Tikaya, qui représenta l'Afrique équatoriale au Parlement français de 1944 à 1958. Il est considéré comme l'un des grands poètes du continent africain. Il passe son enfance à Pointe-Noire, il quitte son pays dès l'âge de 15 ans, puis fait des études en France. Il y fait paraître ses premiers poèmes dès 1955. Gérard Félix Tikaya prend en 1957 le pseudonyme de Outamsi en langue vili, celui qui parle pour son pays. Pseudonyme que prendra aussi Marcel dit Soni Labotansi. C'est son oncle Pierre Tikaya de Beau-Empire qui, en apprenant que son neveu Gérard se rendait en France pour ses études, il aurait dit « Toi, tu t'en vas en France. Il faut que tu parles de ton pays. » Ce serait donc pour rendre hommage à son oncle qu'il aurait pris ce pseudonyme. Le père prédestine son fils au métier de magistrat, mais l'enfant rebelle quitte l'école avant son baccalauréat pour exercer plusieurs petits métiers et se livrer à l'écriture. À 24 ans, il publie son premier recueil, Le Mauvais Sang, inspiré de Rimbaud, et il est unanimement considéré comme le poète africain le plus doué de sa génération. Sa voix, qui pourtant refuse de s'associer au chantre de la négritude, demeure la plus importante qui se soit révélée depuis celle d'Aimé Césaire.
En 1960, au moment des indépendances africaines, il retourne dans son pays, il met sa plume au service de Patrice Lumumba, mais celui-ci est assassiné. Cela le convainc de partir. Son écriture s'inscrit dans la décolonisation et la lutte contre le racisme et les discriminations sans pour autant faire partie du mouvement de la négritude. En 1964, il publie Le Ventre. L'Afrique venait à peine de conquérir son indépendance. Chikaya Tamsi, romancier et poète congolais de génie, un brillant poète congolais, certainement l'un des meilleurs poètes africains, voire internationaux, qu'il faut lire, surtout son recueil de poèmes Feu de brousse, quel délice. Kal Baraka, Chikaya Tamsi, déjà lu? Non, pas encore. Il faut le faire alors, il faut le faire. Il faut courir dès la fin de l'émission. Vous allez dans une librairie et vous achetez n'importe quel livre de Chikaya Tamsi. Je ne manquerai pas et puis pour moi la poésie c'est la vie, donc je serai au rendez-vous. La poésie c'est la vie, ça j'ai bien envie de comprendre. En quoi est-ce que la poésie c'est la vie? Parce que les poètes ont toujours cette habitude de penser qu'il n'y a que la poésie. En quoi est-ce que la poésie c'est la vie? Au quotidien, on est poète. Voilà, quand on se réveille, il y a une petite phrase qui trottine dans la tête. C'est de la poésie. Et dans tout ce qu'on fait, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans la vie familiale, que ce soit dans les études, que ce soit même sur le plan amoureux, on est tous poètes dans l'âme. En fait, les poètes, ils voient la poésie partout. Et ça, c'est tous les poètes que nous avons reçus ici ont ce même type. Même dans les livres saints, il y a de la poésie. Oui, on peut le dire, on peut le dire. Kal Baraka, écrivain, mais vous travaillez également dans les télécommunications. Comment vous arrivez à créer un équilibre pour pouvoir écrire? À vrai dire, pour le cas de Sensible, je n'ai pas écrit. C'était déjà dans des tiroirs, c'est juste j'ai fait un choix. Entre plusieurs manuscrits? Donc ça veut dire qu'il y a encore des livres en préparation, des livres qui vont bientôt paraître? Oui, beaucoup de livres en préparation, il y a des biographies, il y a pas mal de choses. Et puis moi, je touche un peu de tout. C'est vrai, c'est l'écriture telle qu'on connaît. La poésie? Non, parce que je m'intéresse au cinéma, à la scénarisation. Ah, c'est bien. Et à côté, je suis aussi coach de vie. Donc, coach en développement personnel? Oui. Mais ça, c'est récent. C'est récent, mais à de cela, plus de 12 ans, je ne savais pas que j'allais arriver là. Voilà, donc je pense que c'est l'écriture aussi. Bien, en tout cas, ça a été un plaisir d'échanger avec vous, Kal Baraka. On attend vos prochains écrits, peut-être un roman, une pièce de théâtre, vous nous direz, et vous pourrez repasser quand vous le voulez en pleine ligne. On vous recevra avec beaucoup de plaisir. On espère que vous avez pris du plaisir également à parler de votre livre. Beaucoup, parce que j'avoue que c'est la première fois qu'il y a des questions assez pertinentes. J'aurais voulu développer s'il y avait un peu plus de temps. On va croiser les doigts pour qu'on ait un 52 minutes, un de ces jours. Très bien, merci beaucoup Al Baraka et on espère vous revoir très bientôt. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Comme on le dit chez nous, salam. Kal Baraka l'a dit, la poésie c'est la vie, mais pas que. La littérature c'est aussi la vie. On espère vous voir vivant, plein de littérature, plein de mots, plein d'images, plein de personnages lors de notre prochaine émission. En attendant, n'oubliez pas, lire des livres. Couché sur un lit, affaibli par son poids, son esprit est en balade dans les couloirs de son histoire. Il se pense, se repense et pense sa mémoire, parfois avec quelques gouttes d'alcool, quelques droits. Il arrive à tout oublier sauf un souvenir, un visage, une phrase fatale. Monsieur Alain Marty, vous êtes en phase finale. Cette phrase est pour lui inversée, versée au fond de son subconscient. Il la médite tous les jours, il y pense tout le temps. Son souffle perd du poids chaque seconde. Il a du mal à lire la beauté de la Joconde. Et puisqu'il n'a plus de raison de vivre, il veut vivre sans raison. Retourner à la terre avec le monde et tous ses démons. Mais le sourire d'un enfant épuisé par la chimiothérapie lui montre une autre manière de vivre cette maladie sans être impie. Quand je partirai, tu partiras aussi. Cancer. Quand je
je partirai, tu partiras aussi. Je prends ces vers comme les dernières paroles d'un homme que le cancer n'a pu tuer. Quand je partirai, tu partiras aussi. Quand je partirai, tu partiras aussi. Il décide de prendre de nouvelles habitudes. Sans le vouloir, il écrit des textes, il fait des tubes. Il veut sauver le monde, sauver ses amis qui, comme lui, le cancer a surpris. Comme il veut rendre ce dernier instant utile, il ne lâchera pas, puisque personne ne le lâchera. Il crée un groupe Facebook, une chaîne YouTube sur lesquelles il essaie de mieux vivre, de vivre mieux sa finitude. Le cancer ne l'a pas rendu malade, il l'a rendu poète. Et désormais, il ne mourra plus. Il a tué la bête. Parce que quand il partira, le cancer partira aussi. Parce que quand il partira aussi.